Frappés, humiliés, les hommes sont aussi parfois victimes de violences domestiques. Certains ont osé briser la loi du silence. Bonsoir à tous. Le sujet que nous vous proposons ce soir n'a pas été facile à mener à son terme. Les auteurs de ce reportage, Jean-Daniel Bonenblust et Antoine Plantevin, ont dû faire preuve de beaucoup de patience et d'empathie pour recueillir les témoignages bouleversants que vous allez entendre. Ce sont des hommes qui s'expriment, des hommes qui vivent ou qui ont vécu au quotidien la violence conjugale. Mais contrairement à l'immense majorité des cas de violences domestiques, ces hommes-là sont de l'autre côté du miroir. Ce sont des victimes, victimes des coups, des humiliations, du chantage de leurs femmes. Des hommes victimes, des femmes bourreaux, c'est un immense tabou qui rend justement difficile la mesure de ce phénomène. Car ce qui est particulier aux hommes battus, qu'ils soient victimes de violences psychologiques ou physiques, c'est qu'ils s'expriment rarement, par honte ou par convenance sociale. Et quand ils le font devant un juge, par exemple dans le cas d'un divorce, ils ont beaucoup de peine à se faire entendre. Regardez. Il vous menace de vous taper, puis votre fille également. C'est à quelle adresse, madame? D'accord. Mais il vous a frappé ou pas? La centrale. Ouais, Yann, salut. Patrouille BI, patrouille chien. Une patrouille de disponible qui peut attendre la dépanneuse pour Aunay qui doit partir sur un conflit de ménage. Je t'écoute. Vers la pharmacie des Champs-Fréchets, 2 toxicomanes qui effrayent le voisinage. C'est Centrale Police. On aurait besoin de vos services. Bon, écoutez, c'est une famille de sauveurs avec des enfants en bas âge qui se battent et puis la patrouille sur place n'arrive pas à en faire façon. Gros problème là-bas. Soit pour une violence conjugale avec violence, Blandonnais totalement HS, c'est la serviette, je suis monté sur Blandonnais. Monsieur Herman, on vient d'entendre un appel pour violence conjugale. Les appels comme ça, vous en recevez beaucoup le soir? Vous voyez, ce soir c'est le 4e depuis 19h, donc le début de la nuit, du service de nuit. Donc c'est déjà le 4e en 2 heures de temps, et puis on a déjà plusieurs postes qui sont out à cause de ces violences conjugales. Ouais. Vous arrive-t-il de recevoir des appels à l'aide venant d'hommes violentés par leur conjointe, leur Ça femme? nous est déjà arrivé, ouais, effectivement. C'est plus rare, mais c'est déjà arrivé. Ouais. Ça vous fait sourire? Non, c'est vrai que on a pas l'habitude, mais c'est vrai qu'on a déjà eu quelques téléphones pour ça. Ouais. Quand on parle de violence conjugale, 3/4 du temps, on parle pour les victimes que des femmes. Alors que il y a aussi des hommes qui sont victimes de ça. Et puis c'est un sujet très tabou. À l'intérieur du couple, c'est devenu l'enfer. C'est une femme qui avait un comportement extrêmement violent. J'ai pris beaucoup de coups de pied également, mais c'est un détail. Je préfère me ramasser un coup de rouleau à patte sur la figure que voir mes enfants se faire psychologiquement détruire de l'intérieur. Elle a envie de me voir à la rue, voire dans la tombe. Et pourquoi, je ne sais pas. J'en ai marre de dire ça. Pourquoi C'est quoi? Tu me dis pas qui c'est. C'est vieux. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu sais? Le fait est avéré. Le domicile privé, la maison, est un des lieux les moins sûrs. C'est dans l'intimité du foyer, à l'abri des regards, que l'on compte le plus grand nombre d'homicides et d'agressions graves. Dans l'esprit général, violence conjugale rime souvent avec femme battue. Pourtant, des hommes sont aussi les cibles de leurs compagnes. Et que tu auras fini, si tu as les 2 fils après... Envoyé par le 117 pour intervenir auprès d'un couple en pleine dispute, le brigadier Thierry Schmidt et son collègue regagnent le poste des Paquis, surpris par ce qu'ils viennent de découvrir. Que s'est-il passé? Une violence conjugale à Versoix. C'est une dame qui est un petit peu jalouse de son mari. Elle était violente, elle a frappé plusieurs fois son mari. Ça passe depuis ce matin à 11h, ça se passe apparemment après des voisins qu'on a pu avoir contact avec. Et il n'y a pas trop de blessures graves. Il y a quelques contusions, marques au cou, des griffures et choses comme ça. Violence contre l'homme, vous voyez ça souvent? Dans mon cas, première fois que je m'arrive, en tout cas. C'est quand même bizarre de voir une femme qui est plus petite que son mari, qui va dessus, qui le bat, pour une histoire bénigne pour certaines personnes, mais pour nous, ça nous touche aussi un petit peu, quoi. Les hommes victimes de violences conjugales sont bien une réalité. Mais combien sont-ils?
Comment ont-ils glissé dans des situations parfois dangereuses? Pourquoi se cachent-ils? Certains ont accepté de briser le silence. Alexandre travaille dans la Genève internationale. Il se bat pour maintenir son couple. On s'est rencontrés lors d'un séjour de travail à l'étranger. Et puis ensuite, nous nous sommes mariés quelques 2 ans après notre première rencontre, dans le but de créer une famille. Cette femme, je l'ai aimée, je l'aime toujours, et je veux que ça marche avec elle. Car je n'envisage pas non plus de séparation. Mes 2 garçons sont des enfants de bas âge et ne peuvent pas vivre sans la présence de leur mère, et je ne veux pas de ça non plus. Pourtant, entre Alexandre et son épouse, la violence éclate régulièrement. Ma femme est une excellente manipulatrice. Elle manipule à merveille les enfants. C'est très sournois. Ce sont des phrases qui sont dites dans le seul but de programmer dans la tête de mes enfants que papa est méchant, que papa est violent, que papa les abandonne, que papa n'est pas là, etc. Ce que je ne peux pas accepter, bien sûr, parce que je vois les réactions chez mes 2 garçons maintenant. La violence s'éclate de façon verbale assez systématiquement et de façon physique. J'ai eu 3 à 4 fois durant ces quasi 8 ans de vie commune, j'ai été obligé de la ceinturer pour l'empêcher de détruire du matériel ou des choses à la maison. Ma femme ne dort non plus dans notre chambre depuis plus d'1 année. Je ressens un manque d'amour total de ma femme pour moi. J'ai l'impression de vivre tout simplement dans une relation de voisinage qui n'est pas de bon voisinage. Un voisinage dangereux qui a conduit Alexandre aux urgences. On venait de déménager et ma femme a très mal vécu ce déménagement. Et puis le soir, elle passait à écouter des disques de musique de son pays d'origine, mais elle les mettait beaucoup trop fort. Et puis plusieurs fois, je suis venu lui demander de mettre moins fort, et puis elle ne le voulait pas. Alors on avait 2 enfants qui dorment à côté. Alors j'ai pris la radio moi-même, j'ai sorti la prise, et puis je l'ai portée dans la pièce à côté. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris l'aspirateur, le manchon de l'aspirateur, et puis qu'elle m'a frappé sur la tête très très violemment plusieurs fois. Et puis elle s'est arrêtée quand elle a vu que le sang coulait par terre. Quand les blessures sont importantes, le recours aux urgences hospitalières s'impose. Dans ce genre de service, on a l'habitude de recevoir des victimes de violences domestiques. En cas de doute sur l'origine du problème, les patients font l'objet d'un entretien psychiatrique. Mais dépister un homme battu n'est pas toujours évident. C'est plus rare parce que je pense qu'il y a aussi la honte des personnes. La personne ne va pas se confier comme ça. Elle ne va pas vous dire ouvertement, c'est ma femme qui m'a donné un coup de poing. Il vous dira plus facilement, je me suis tapé sur une armoire, ou c'est le copain qui m'a donné un coup, ou je suis tombé, des choses comme ça. C'est au bout de quelques heures, de quelques jours, que la personne peut se confier à nous et nous dire finalement que c'est leur épouse ou c'est leur compagne qui les a blessés. On voit un peu de tout, dans le sens que les gens peuvent consulter spécifiquement pour un problème de violence conjugale. Ils peuvent être amenés par la police, ou bien ils peuvent aussi consulter par eux-mêmes, mais ils peuvent aussi consulter pour d'autres problématiques, notamment l'alcool, la dépression, les drogues, ou des problèmes de personnalité. Et puis c'est au fil du temps de l'entretien psychiatrique que ces problèmes surgissent. Et c'est là où on a un rôle très important, parce qu'il faut leur permettre aussi de se poser, des fois les garder une nuit aux urgences, les séparer un peu du milieu conflictuel, et puis ensuite pouvoir leur proposer des interventions de crise spécifiques à leur situation. Justement, à 2 pas des urgences, le CIMPV, la consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence, traite spécifiquement ce genre de situation. Daniel Alperin dirige ce service mis en place pour évaluer, soigner, soutenir les victimes et les auteurs de violences. 52% des consultations portent sur les problèmes liés à la violence conjugale. Alors après, les nuances sont intéressantes parce que les hommes ont évidemment été moins souvent gravement blessés
et plus souvent, plus violentes avec des blessures à la clé quand les femmes sont victimes, mais plus souvent à main nue quand il s'agit des hommes agresseurs, et plus souvent par arme, en particulier par arme blanche quand il s'agit des femmes agresseurs. Donc les hommes ont plus souvent des coupures et des lésions par arme blanche, mais pas nécessairement très graves. Donc, ici, des hommes viennent consulter sans forcément passer par la police. Plus d'un par semaine. Mais dans quelle proportion? Sur 10 années d'expérience que nous avons maintenant, les hommes représentent à peine 3% des consultants venant dans un contexte de violence conjugale. C'est certainement très inférieur à la réalité du phénomène. Je pense que nous n'en identifions nous-mêmes ou nos collègues des urgences qu'une toute petite partie, tant elle est, encore une fois, cachée par tous ces éléments de honte, d'opprobre, de stigmatisation qu'elle entraîne. Quel type de profil les hommes présentent-ils? Faire un portrait robot de l'homme victime de violence conjugale me paraît un peu abusif. Dans notre expérience, on a vu des personnalités de tout type, des niveaux socio-économiques très divers, tout au plus peut-être un point qu'on relève parfois chez ces hommes, c'est celui d'une certaine passivité, d'une certaine tendance à refuser l'affrontement, à ne pas vouloir entrer de front dans un conflit, à avoir de la peine à affirmer leur point de vue. Donc un côté peut-être un peu plus en retrait dans la relation. C'est à Neuchâtel que vit Nicolas. Il y a 3 ans, la violence a détruit son couple. Une période douloureuse dont il se remet à peine. Mon ex-femme, c'est une femme qui a beaucoup de caractère, qui a toujours su s'imposer. Puis une fois qu'elle a pris une décision, c'est intraitable. Pour moi, à un moment donné, ça avait tout son charme, ça. J'aimais beaucoup, quoi. C'est après la naissance de leurs 2 enfants que le couple a commencé à se déchirer. J'avais l'impression d'être devenu ce qu'on appelle le géniteur, quoi. C'est-à-dire, tu es là, tu fais ce que tu as à faire en tant que tel, et puis point barre, quoi. Dès que je faisais quelque chose, il y avait toujours un côté qui clochait. C'était jamais bien. Puis tout de suite, après, exploser, quoi. Tu es qu'un nul, t'as jamais rien compris, c'est pas comme ça qu'on fait. À la fin, ça a eu bien dégénéré en coups, quoi. Le plus flagrant, c'était un soir où je suis rentré, puis qu'il y a eu une interaction pour une raison XY, où elle m'a littéralement poussé contre un bord de baignoire sur lequel je me suis cassé 2 côtes. J'ai eu peur de rentrer à la maison. Mais c'est même pas une peur physique que je vais me retrouver avec un couteau dans le dos, mais un bleu de plus. Je me sentais assez détaché de ça. C'était plutôt une peur de rentrer dans une ambiance où je suis pas reconnu, où on me dénigre, t'as été où, t'as fait quoi, pourquoi tu rentres maintenant, etc. C'est à Berne que Pascal est venu s'installer. Pour lui, la violence a été plus forte encore. Alors employé par la Confédération en poste à l'étranger, il rencontre sa future femme. Et tout s'enchaîne vite. L'espoir d'une relation accomplie devient un enfer au quotidien. Ça a commencé très tôt. Ça a commencé 2 jours avant le mariage. Elle m'a flanqué un verre de schnapps dans la figure, devant des amis. Nous n'avions pas d'enfants, mais je me suis dit, donc j'aurais pu en fait arrêter là, net, la relation. Mais elle m'a dit, oh, t'en fais pas, ça va plus se repasser. Je me suis fâché, voilà. Et ça s'est reproduit de manière de plus en plus intense au fil des années. Il y a eu par exemple une raquette de tennis qu'elle a essayé de fracasser sur mon crâne. Heureusement, l'encadrement de la porte l'a bloqué, mais la raquette de tennis était en morceaux. Elle m'a frappé au lit
avec un cadre métallique d'un tableau. J'ai saigné assez profusément. Tentative de me crever les yeux. Elle a des longs ongles. Et comme c'était assez typique de son agression, j'ai commencé à apprendre comment gérer ça. Mais à une occasion, elle a failli le crever. C'était devant mon fils aîné. Mon aîné a pris ma défense. Et là, c'est mon aîné qui en a reçu. Le coin d'une commode dans l'abdomen. Donc, les enfants aussi ont été violentés. En particulier quand ils réagissaient contre des violences contre moi. Vous n'avez jamais été tenté de les rendre, les coups? Si, bien sûr. Puis en même temps, je suis quelqu'un de très très pacifiste. Je vois pas pourquoi j'aurais tapé. Et puis je trouvais ça tellement indécent, quoi. Je veux dire, déjà, je trouvais indécent que je le subisse moi. Je pouvais pas, à la limite, je pouvais pas condamner ça puis en même temps faire la même chose. Et je dois dire que je réagissais. Par exemple, lors d'un repas, on était 4 avec deux autres invités. Elle m'a harcelé pendant le repas à propos de relations que j'avais avec d'autres femmes, ce qui était absolument faux. Et je savais pas comment gérer cette situation. J'avais essayé verbalement, ça n'a pas joué. Les invités étaient extrêmement gênés. Et j'ai donné une claque. Mais c'était pas une claque qui était forte. Mon but, c'était, maintenant, ça suffit. Mais elle a sauté par-dessus la table avec un couteau, le couteau à viande. J'avais déjà vécu ce genre de choses, donc j'étais toujours sous le qui-vive. J'ai filé en dehors de la maison et elle a été maîtrisée par les deux invités. Plus souvent, les hommes qui viennent nous voir souffrent à la fois de violences psychologiques et physiques. Parmi les violences psychologiques, ce dont ils se plaignent relativement fréquemment, ce sont des violences de type soit dénigrement, insulte, rabaissement. Ils ont le sentiment d'être en permanence brimés, humiliés, pas pris en compte dans la dynamique du couple et de la famille, donc dans une position vraiment de faiblesse et d'humiliation. Certains d'entre eux ont le sentiment, et l'un n'exclut pas l'autre, d'être surcontrôlés par leur conjointe, notamment avec des manifestations de jalousie extrêmes. Dans la violence de couple, celui qui détient le pouvoir ou qui veut ne pas le perdre, et celui qui recourt en général à la violence. C'était ça qu'elle voulait, une emprise totale sur mon fonctionnement, sur ma vie, pour obtenir cette emprise. Elle avait développé des contacts dans mon bureau, parmi les secrétaires, par exemple, qui, je sais pas ce qu'elle leur avait raconté, hein, mais le résultat, c'était que j'étais épié, avec qui je sortais à midi, avec qui j'avais eu des réunions. Je sentais une attitude qui changeait envers moi parmi certaines personnes au bureau. J'en parlais à des gens pour essayer d'avoir des conseils, mais c'était difficile parce qu'on croyait, largement on ne croyait pas. Et alors ce qui m'a vraiment démoli, c'était que les enfants ont été aussi pris dans ça. Un jour, elle m'a complètement griffé, ça saignait profusément. Je suis tout de suite allé à la salle de bain. Mes enfants sont venus et ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe, papa, tu saignes ?» Et puis là, ma femme leur a dit « Oui, mais vous savez très bien, papa, il n'est pas normal. C'est lui qui se l'est fait. » Et les enfants l'ont cru. Eux vivaient dans une situation, je dirais, dangereuse pour leur bien-être, que ce soit physique ou particulièrement psychologique. Donc il fallait que je maintienne une force. Comment la maintenir quand des gamins vous disent « Mais pourquoi tu n'es pas normal ?» Tout ça, cela a amené à ce que je me questionne totalement. Est-ce que je fabule? Est-ce que je suis un homme mauvais? Vraiment, j'étais en délabre, je ne savais plus qui j'étais. Perte de repères, doute de soi, cet état fréquent chez les victimes est bien connu des psychiatres.
Je pense qu'avant tout, ils se plaignent du malentendu dans lequel ils sont et puis de la spirale de la violence dans laquelle ils sont entraînés. Ils sont aussi dans des états que nous pouvons appeler dissociés. Hein. C'est des gens, ils comprennent pas du tout ce qui leur arrive. Ils savent plus très bien où ils se trouvent. Ils ont un sentiment d'étrangeté. Ils ont l'impression de vivre un peu comme dans un film, comme si tout ce qui leur arrive n'est pas vraiment réel. Il est rare de voir que les hommes qui sont victimes de coups restent sans aussi mettre en place des comportements qui vont ensuite stimuler leur partenaire de continuer. Donc c'est généralement des cercles vicieux qui s'enclenchent dans la durée. Pourquoi vous êtes resté dans cette situation? Finalement, quand on regarde ça de l'extérieur, on dirait mais il n'y a qu'à partir quand c'est invivable. Ouais, bien sûr, mais c'est vite dit. C'est vite dit que... C'est plus vite dit que fait. Je pense que le plus important pour moi, avec du recul maintenant, c'est qu'au départ, je voulais pas le voir. Je me cachais un peu la face aussi. Je veux dire, j'en parlais pas beaucoup. Pour moi, c'était normal, j'acceptais. Je me plaignais pas. Je me disais, bah, elle est comme ça, quoi. Là aussi, c'est point positif, quoi. Moi aussi, j'ai mes défauts. Et puis après, il y avait quand même un enjeu de famille aussi, que je voulais préserver. Il y avait des jours où ça allait très bien. Quand elle était disponible, quand il faisait beau dehors, quand les gamins avaient bien dormi. Ouais. Les beaux jours. Moi, je puisais un peu dans ces jours-là. Vous n'aviez pas l'impression d'y être pour quelque chose aussi? Oui. Mais je pense que ça, c'est... Je pense que ça, c'est un sentiment qui est assez flagrant. À partir du moment que vous vous prenez comme une victime, il y a toujours une certaine, je pense qu'une certaine culpabilité. Il y a sûrement une raison pourquoi elle se comporte comme ça. Alors la première raison que j'allais chercher, elle était chez moi. Ça augmentait encore ce sentiment de culpabilité. Et puis elle, étant donné que elle était quand même passablement à l'affût de cette manipulation, elle sentait ça, puis elle utilisait ça encore pour renchérir la chose. C'est comme si on était dans un engrenage de victimes. On continue à se prendre comme une victime, puis ça devient très très difficile de s'en sortir. J'avais pas intériorisé le fait que j'étais une victime. On a vécu longtemps ensemble, je pense, parce que je voulais pas risquer d'être séparé des enfants. Mais c'était intenable. Alors j'étais enfermé, je m'enfermais à clé dans mon bureau, je dormais par terre. J'ai dormi au bureau pendant 6 mois. Elle essayait par tous les moyens que j'ouvre la porte. Un jour, elle a même pris une barre en métal et essayé de la casser. Un soir, elle est rentrée tard. Et je regardais un programme télé et elle est venue vers moi en ayant pris des grands couteaux de cuisine qui étaient dans le tiroir. Elle l'avait caché dans ses pantalons derrière. Elle est venue vers moi et elle m'a dit « Tu me fais l'amour, je te tue ». Bon, j'ai filé dans ma chambre, dans mon bureau, fermé à clé, mais je me suis dit là, cette fois-ci, je peux plus tenir, je peux plus tenir. Il faut, je pars demain matin. Un jour, tout simplement, je me suis un peu réveillé d'un mauvais rêve, puis j'ai décidé de plus faire le poing dans la poche, quoi. Ouais, il m'a fallu presque 7 ans. Et puis après, c'était la chute libre une fois que je me suis rendu compte quand même, quoi. J'ai commencé à picoler pas mal. J'ai fait une grave dépression où je me laissais complètement aller. Bon, à un moment donné, j'étais tellement en bas que j'ai décidé de prendre les choses en main puis d'élucider ça, enfin que j'y arrivais pas tout seul, quoi. J'ai suivi une thérapie, j'ai arrêté de boire, puis c'est à force de causer tout ça, quoi, plutôt de mon mal-être, que j'ai pu mettre vraiment le point dessus. Le pourquoi et le comment. Les hommes battus ne savent pas toujours où trouver de l'aide. Seuls Genève et Lausanne disposent de consultations hospitalières spécifiques pour les victimes de violences. Aujourd'hui pourtant,
Tous les cantons disposent de structures d'aide aux victimes d'infractions, les centres La Vie. Les consultations ont beau être gratuites et anonymes, les hommes attendent longtemps avant de pousser la porte de ces centres. Les hommes, c'est rare qui, à la première œil au beurre noir, se précipitent. Justement parce que c'est difficile pour eux d'en parler. Est-ce qu'ils vont me croire? Parler à la police qu'ils ont subi des violences, puis parler aller chez un service, chez des psychologues ou chez un centre La Vie, c'est très difficile. La violence domestique occupe une place importante dans l'activité des centres La Vie, 40% dans celui de Genève. Mais ici, seuls sont pris en compte les lésions corporelles graves ou les menaces de mort, pas les violences psychologiques comme le dénigrement. Ils vont pas trouver réponse chez nous. C'est vrai que c'est difficile de dire où, chez qui. Donc il y a des services, il y a surtout des thérapeutes individuels qui peuvent les aider à dépasser ou comment faire face à une situation comme celle-là. Nous aussi, on a dû faire une évolution, parce qu'on a toujours pensé que les hommes, un peu comme monsieur tout le monde, que les hommes battus n'existaient pas. Puis peu à peu, on s'est rendu compte qu'ils existent et qu'ils ont besoin d'aide. Et pour nous, c'est important de les recevoir, de faire avec eux voir comment mieux les orienter. Mais c'est vrai qu'on a dû faire tous une évolution dans ce sens. On a encore l'image que l'homme doit être fort, solide, supporter tout, et puis que c'est la femme gentille, soumise et tranquille. On n'en est plus là. On commence à voir les hommes battus, mais combien sont-ils? En Suisse, le sujet n'est pratiquement pas étudié. De rares publications laissent entendre que le phénomène serait important, mais les grandes études sur la violence ne s'y intéressent pas. Et comme le statut de victime de maltraitance psychologique n'existe pas en droit pénal, seuls les coups et blessures sont pris en compte. Chargé de cours à l'université de Lausanne et chef de la police judiciaire neuchâteloise, Olivier Gagnat reconnaît les limites de la connaissance du problème. C'est une minorité déjà par rapport aux victimes de violences annoncées à la police, bien entendu. Moi, je ne parle que de ce qui est annoncé et ce que je connais finalement. Donc c'est une infime minorité puisqu'on enregistre plus de 95% de victimes de violences qui sont de sexe féminin. Il y a des études réalisées par des criminologues qui nous montrent qu'on nous annonce à peu près 1/10 de ce qui se passe réellement dans les foyers. Donc il y a un chiffre noir qui est vraisemblablement gigantesque. Et ces études s'axent en particulier sur les femmes. Donc on n'a pas questionné les hommes autant que je sache. Donc c'est possible qu'on occulte une partie d'une problématique, mais qui restera essentiellement mineure, pas en importance, en nombre vraisemblablement par rapport au nombre de femmes qui sont, j'allais dire réellement victimes, parce que il y a cet aspect de masse. Et si on légifère, si on se préoccupe d'une problématique, c'est bien parce qu'il y a un aspect de masse. On légifère jamais pour des minorités. Les hommes battus ne sont pas une minorité pour tous. Outre-Atlantique, le phénomène est très bien étudié et fait l'objet de nombreuses publications scientifiques. Denis Laroche est chercheur à l'Institut de la statistique du Québec. Invité à participer à une rencontre sur les observatoires de la criminalité à Paris, il commente les résultats de la dernière enquête sociale générale menée au Canada. 23 000 personnes des deux sexes ont été interrogées. Les résultats sont étonnants. Hommes et femmes sont à égalité dans le recours à la violence physique. Pour l'enquête que j'ai analysée, je trouve pas que c'est un résultat surprenant parce que c'est le résultat auquel parviennent la très grande majorité des enquêtes qui ont été menées en Amérique du Nord. Et généralement, on observe des taux de violence comparables chez les hommes et chez les femmes. Les deux peuvent en être victimes. Cependant, dans le cas des conséquences qui sont rapportées par les participants, les femmes rapportent en plus grande proportion que les hommes avoir subi des blessures, avoir craint pour leur vie. Mais il y a une part significative des hommes qui font part aussi des mêmes conséquences, mais en nombre moins grand que les femmes. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de travailler au cours des dernières années sur un sujet qui est lui-même passablement controversé, c'est-à-dire la question de la mesure de la violence conjugale. En Europe, je ne sais pas jusqu'à quel point la controverse fait rage, mais... Est-ce que selon vous, ces résultats sont transposables en Europe?
Il y a de grandes chances qu'on arriverait à des résultats assez similaires. En Grande-Bretagne, il y a des études qui ont été conduites et on observe un phénomène comparable où les taux de prévalence observés chez les hommes et chez les femmes sont d'un même ordre de grandeur. La prise en compte des résultats de l'enquête sociale au Québec aurait permis d'améliorer la prévention et la sensibilisation. En 20 ans, la violence conjugale a diminué de 40%. Ça a un effet important parce que le travail des policiers est plus efficace, leur intervention est plus rapide, elle est plus dissuasive aussi, ils savent mieux comment intervenir dans une situation de violence conjugale. Les services sociaux, les médecins sont plus alertés à ces situations-là et peuvent les dépister plus rapidement, de sorte qu'elles prennent fin beaucoup plus rapidement. Alors, pourquoi le phénomène n'est-il pas mieux pris en compte ? Philosophe, écrivain et féministe, Elisabeth Badinter a son explication. En France, c'est un sujet tabou, mal élevé et politiquement très incorrect, tout simplement parce que parler des hommes battus est ressenti comme une volonté de diminuer la critique qu'on pourrait adresser aux hommes qui battent. Quels sont les risques ? Les risques, c'est d'être traité comme je l'ai été de suppôt du patriarcat, ce qui n'est pas agréable, surtout que quand au contraire, on a passé 30 ans à militer pour l'égalité des sexes. C'est assez désagréable. Mais on risque aussi, et surtout, et c'est bien plus grave, de ne pas être entendu. Et la chape de plomb est si lourde sur ce sujet que quand on essaye de parler de ça, immédiatement, on est déconsidéré. Donc les gens n'en parlent pas. On en revient toujours à l'idée, quelque part, les femmes sont naturellement victimes, les hommes ont tendance à être des bourreaux ou des bourreaux potentiels. Ce que moi je trouve extraordinairement dangereux pour le rapport entre les sexes. Non seulement c'est faux, mais en plus, il me semble que c'est introduire entre les sexes des relations insupportables, de méfiance. La raison de la violence, elle n'appartient pas à un sexe. Il faut arrêter de penser ça. Nous sommes des êtres humains avec des frustrations, avec des névroses, avec toutes sortes de douleurs d'enfance, et ça suscite la violence. La violence, elle appartient à l'humanité. Pour les hommes, comme pour les femmes battues, le questionnement revient sans cesse. Pourquoi cela arrive-t-il ? Nicolas s'interroge encore sur la violence de son ex-femme. Ce que je sais, c'est qu'elle a eu un père qui était très très sévère. C'était un père, je dirais, patriarche, qui en même temps s'occupait de sa mère, donc la grand-mère de mon ex, qui de son côté terrorisait toute la famille. Alors je pense qu'elle a quand même dû vivre quelque chose de l'ordre de pas mal de soumission quand elle était petite. Elle vous en a parlé ? Elle n'aimait pas du tout que lorsqu'elle partait en crise, si on peut appeler ça comme ça, que je la rappelais à son père, voire sa grand-mère, elle n'aimait pas du tout. C'était comme un certain déni. Au tabou de l'homme battu, répond celui de la femme violente. Inquiète des effets dévastateurs de ces agressions contre leurs proches, mais aussi contre elles-mêmes, des femmes se prennent en main. Depuis 2001, l'association Face à Face est la seule en Suisse romande à travailler exclusivement sur la violence féminine. Claudine Gachet, fondatrice de Face à Face, et sa collègue Martine Eich animent un groupe chaque semaine. 7 ans d'expérience qui montrent que la première cible des femmes est le conjoint, avant les enfants. Parce qu'en fait, à la maison, je crée un climat de contrôle terrible sur mes enfants et sur mon conjoint. Ce qui fait que même par rapport à mon conjoint, qui lui-même est de nature vraiment calme, il y a eu des moments de tension où il y a une certaine violence verbale, des objets qu'on peut voler, où ça a commencé. Et je me dis que si j'avais pas entrepris un travail, peut-être qu'on en serait aux mains, je sais pas. Je suis vraiment à fleur de peau, donc j'ai une énorme tension et c'est pour moi des périodes à risque parce que la tension elle ne baisse pas et j'ai d'autant plus disons de risques de passer à l'acte. Ma violence s'exerçait surtout sur ma grande fille,
problèmes relationnels je rétorquais beaucoup, j'ai rentré beaucoup en conflit avec mon conjoint. J'avais tendance à tout contenir et que je devenais comme une cocotte minute et que j'explosais. Quand vous êtes en zone rouge, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Les comportements violents sont là. Ça veut dire verbal ou physique ou je ne sais quoi. Donc, je pense que si vous pouvez travailler sur vos déclencheurs, vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que souvent, quand on se met en colère, si on a subi pas mal de choses, très souvent on se coupe de cette colère. Et si on se coupe de sa colère, c'est très difficile de sentir quand ça monte, les émotions. Une chose est certaine, parce que j'ai travaillé aussi avec les hommes au comportement violent, c'est que j'ai l'impression que les femmes viennent beaucoup plus spontanément nous voir, parce qu'elles sont elles sont très inquiètes de savoir ce qu'elles transmettent à leurs enfants. Elles viennent quand elles sont débordées par leurs multiples rôles. Si vous connaissez le travail, entre guillemets, d'une maman dans une journée, c'est quelque chose d'épouvantable. Dès qu'il y a une vulnérabilité, ou des enfants qui dysfonctionnent, ou une séparation, alors là, il y a des risques de passage à l'acte violent. Après 3 grossesses, des nuits sans dormir, une dépression, bah oui, je me sentais débordé et j'avais tendance à exploser de plus en plus. Et ma grande peur, c'était de refaire sur mes enfants, ma grande fille notamment, ce que mon père m'avait fait, c'est-à-dire critiquer, humilier, rabaisser. Et je me voyais reproduire les mêmes mécanismes dans des moments de colère. Par rapport à l'histoire que ces femmes vous racontent ici, est-ce qu'il y a des similitudes? Oui. Elles ont tout en commun subi de la violence dans leur enfance ou dans leur trajectoire de vie. Et chaque fois que vous faites des ponts, vous êtes en relation avec cette partie en vous qui a souffert à un moment donné. Et on va vous apprendre à faire ces ponts de plus en plus pour que vous puissiez aller chercher cette partie-là qui a souffert et la traiter. Bah, comme j'ai toujours vécu, ils m'ont jamais appris à prendre soin de moi depuis que je suis née. Alors, je sais pas quoi faire. Actuellement, j'ai l'impression que je suis restée encore comme une enfant, quoi. Un peu cet enfant comme adulte. qui subit. Qui sait pas se positionner, qui sait pas qu'elle a le droit d'avoir droit au plaisir, qui sait pas qu'elle a le droit d'être aimée. Cela fait 2 ans que Nathanaël suit une thérapie à face. Une vie marquée par de nombreux incidents violents ont amené cette femme de 37 ans à faire le pas. Dans ma famille, il y avait vraiment un gros problème de communication. On passait très vite par les coups. En fait, on se faisait taper avant même d'avoir compris pourquoi. Ma maman s'est faite donc taper devant mes yeux, donc vraiment de manière régulière. Et de mon côté, je veux dire, j'ai senti vraiment du fond de mes tripes ce qu'elle a ressenti vraiment. Elle a été humiliée, enfin tout ça. Qu'est-ce que vous avez subi? Alors des humiliations et divers abus. Des abus sexuels? Oui. Ce qui, en l'occurrence, a complètement faussé ma relation avec l'être humain en général. J'ai été jusqu'à frapper des gens pour quelque part montrer que je pouvais me défendre. En fait, je pense que c'est surtout par rapport à ce que l'autre réveille en moi, en fait, et dans le sens que la personne en face ne sait pas forcément ce que j'ai vécu. Mais moi, par rapport à son attitude, je veux dire, par rapport au ton qu'elle emploie, si elle emploie un ton humiliant, si elle se fait menaçante, ou je veux dire, ou si je sens, voilà, que quelque part elle me met en danger, alors ça va réveiller en moi ce mécanisme. Même si y a rien qui pourrait être une raison pour ça. J'ai frappé un de mes ex-petits amis que je considérais à l'époque comme fragile. J'étais aussi fragile, mais je veux dire, il me désécurisait tellement que chez moi, ça se manifestait par de la violence. Donc je le dominais, voilà. Et vous lui donniez des coups? Je lui ai donné des coups de pied, je veux dire, je lui ai hurlé dessus, je veux dire, je ne le respectais pas.
vraiment à fleur de peau. Je me replie en fait sur moi-même et en fait j'évite le plus de contacts possible. Comment c'est pour vous de dévoiler ça dans le groupe à toutes ces personnes? Quelque part ça me soulage de pouvoir le dire. C'est le bon endroit pour en parler. En parler. Et vous avez confiance dans le groupe aussi, je crois. Oui. Vous nous l'avez montré en tout cas. Les femmes violentes, c'est un tabou social? Un grand tabou social pour déjà les politiques, parce que politiquement, parler de la violence des femmes, c'est impossible. Moi, je pense que c'est vraiment un phénomène en augmentation. Rien n'est fait dans cette société pour calmer le jeu, actuellement. De la prise en compte des femmes au comportement violent, de la prise en compte des hommes battus. Tant qu'on n'a pas ces deux polarités prises en compte, je pense que on transmet dans les générations de la violence et on a un environnement violent. Et quand la violence éclate, elle éclabousse. Je sais pas qui c'est. Pascal en sait quelque chose. Dépression, perte d'emploi, même après sa séparation, les effets perdurent. Les dégâts psychologiques, tant sur moi-même qu'en tout cas sur mon aîné, ils sont là. Mon fils, finalement, avait des comportements violents qui auraient pu être violents envers lui-même. Et il a décidé lui-même, il a été encouragé d'être placé dans un foyer. On est séparés depuis 10 ans et le divorce n'est toujours pas prononcé. Ça a été une longue lutte parce que moi je savais que mon fils cadet voulait absolument vivre avec moi. D'ailleurs, il l'avait dit à l'Office de protection de la jeunesse lors de l'enquête. Et mon aîné à mi-temps. Mais ça a été bafoué. Le juge a dit qu'il n'y avait aucun élément qui laissait penser que la mère était violente envers ses fils, malgré tous les témoignages qu'il y avait dans son dossier. Ça me prend les tripes, des fois, c'est les institutions qui continuent à bafouer ce genre de problème au détriment du bien-être de la société, quoi, et surtout des enfants. Parents divorcés, enfants mal barrés, le père ou la mère, c'est la même galère. Pour l'égalité, modifions la loi. Pierre Wechsler a lui aussi été victime de coups et d'humiliations de sa compagne. Il s'est ensuite engagé dans la condition paternelle de Fribourg. Il n'aurait jamais imaginé devenir militant, mais après un divorce difficile impliquant son fils de 10 ans, la violence a pris un autre visage. Je me suis senti atteint en tant qu'être humain, dans ma dignité surtout, je dirais. Parce qu'il y a eu tellement de choses, de calomnies, de diffamations, ces insultes et tout, beaucoup plus que les coups que j'ai reçus, c'est dans ma dignité que j'ai été atteint, vraiment. Quand elle me disait « T'es sûr que c'est ton fils ?» par exemple, ça je peux vous dire que ça fait mal. Puis vous commencez même à douter à un moment donné. Ces rabaissements systématiques, c'est vous rabaissez comme le dernier des derniers. Ça c'est le pire à supporter, quoi. C'est dur encore aujourd'hui pour vous d'en parler? Ben oui, vous voyez, c'est pas si simple encore aujourd'hui, 9 ans après. Je veux bien imaginer que les femmes ont une violence peut-être un peu différente de celle des hommes, mais en situation je dirais, pathologique, elles peuvent devenir très violentes, jusqu'à imaginer des scénarios indirects de violence contre les hommes. Et j'en veux pour exemple le fait qu'on s'est aperçu qu'un certain pourcentage
de femmes qui avaient déposé plainte contre leur mari qui voulait divorcer, plainte pour pédophilie sur leur enfant, se sont révélées fausses. C'est-à-dire, elles se sont révélées mensongères. Et ça, c'est ce qu'on a pu démontrer. C'est une violence terrible. Cette situation, Pierre Bechler l'a vécue. Quand on s'est séparés, que je l'ai foutu dehors, elle est allée se réfugier dans une association Solidarité Femmes qui normalement accueille des femmes battues. Donc j'ai déjà pas compris pourquoi elle était là-bas. C'est moi qui aurais dû y aller. Par contre, ils refusent les hommes. Hein. J'ai même essayé de contacter mon fils à cette association. Pour seule réponse, on m'a bouclé au nez. Et puis, alors quand on s'est retrouvé en audience au tribunal, c'était le coup de théâtre. Son avocat arrive avec un petit papier disant que les femmes Solidarité Femmes qui s'occupaient de mon fils disaient que quand il lui parlait de son papa, ça l'énervait. Ils lui ont demandé pourquoi, parce que je le touchais partout. Alors ils lui ont demandé où c'est que je le touchais. Alors il a montré partout, mais sauf sur les parties génitales. Le juge ordonne alors une enquête pédopsychiatrique. Pierre se sent doublement victime de sa femme et de la justice. Depuis ce jour-là, déjà, je voyais plus mon enfant que 3 heures tous les 15 jours dans une crèche surveillée, donc une coupure quasi totale, avec votre enfant qui hurle à la mort quand vous devez le quitter après 3 heures, et puis que moi, ça me foutait plus en bas dans le trou que... Donc après 4 mois, j'allais plus le voir parce que j'étais vraiment déprimé au fond du trou. Il fallait 2 semaines pour me remettre. Et là, c'était plus vivable, quoi. Ça s'en est suivi d'une dépression, la perte de mon travail, des pensées macabres aussi, à un moment donné, des idées de suicide, ou alors de flinguer tout le monde. Prendre la vie à mon fils, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et puis, flinguer sa mère, j'aurais jamais pu plus regarder mon fils dans les yeux pour le restant de mes jours. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé, qui a fait que je suis pas passé à l'acte comme malheureusement d'autres papas l'ont fait il y a, pour moi, juste 1 année ici dans le canton de Fribourg. Alors acte que je trouve impardonnable, mais que je peux comprendre dans quel désespoir ce père était pour enjamber le parapet, quoi. Il m'a fallu au total 3 ans pour restaurer un droit de visite standard, quoi. Alors, et pourquoi? Tout simplement par des fausses allégations. La justice sous les feux de la critique. Présidente du tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord-Vaudois, Françoise Dessau reconnaît les difficultés que peuvent rencontrer les hommes pris dans la violence conjugale. Il est effectivement difficile pour un homme, dans le cadre d'une procédure de divorce, de mettre en avant l'existence d'une violence conjugale à son endroit par son épouse. Déjà pour une raison essentielle, c'est que dans le nouveau droit du divorce, la question de faute a disparu. Est-ce qu'une mère va pas d'office peut-être rendue plus crédible aux yeux de la justice? Est-ce que le parcours n'est pas plus long pour un homme? Je parlerai pas de longueur, je parlerai de difficulté. De difficulté à faire entendre, puisque cela passe par des expertises, par des mandats d'évaluation, pour faire la démonstration que la mère ne serait pas compétente à l'égard des enfants, de par l'existence d'une violence en elle. Le père a très peu de moyens, effectivement, pour se faire entendre. Je pense que progressivement, il y aura une meilleure prise de conscience de ce phénomène-là. Plus ces cas seront connus des juges, mieux ils connaîtront la façon dont fonctionnent les hommes par rapport à la violence conjugale. Au même titre d'ailleurs que lorsque les affaires de violence conjugale à l'égard des femmes ont commencé à se répéter, à se multiplier devant les juges, il a fallu quand même quelque temps pour qu'on comprennent les mécanismes qui faisaient que les femmes restaient en présence de l'auteur de violence. Il a fallu du temps pour comprendre les femmes, il en faudra aussi pour comprendre les hommes. En attendant,
ceux qui veulent trouver de l'aide n'ont d'autre choix que de s'engager dans une démarche individuelle comme la psychothérapie. Et pour compléter ce type de travail, il existe une approche spécifique centrée sur la violence, la psychobox. Si on fait le lien avec les séances précédentes, c'est un peu comme ces coups à répétition comme ça qui au bout d'un moment pèsent. C'est plus facile pour moi de recevoir un coup physique. Si on reçoit un poing sur la gueule, on saigne. Là, j'ai l'impression que c'est un coup qui est terrible et que j'ai pas de marque et qu'il y a personne qui dit rien là derrière. Je peux juste être là-dedans et tenir le coup. En fait, c'est ça que je trouve qui est extrêmement difficile. Difficile comment? Difficile à en crever. C'est que maintenant, c'est comme si je me sens à moitié KO, en fait, rien que d'en parler. Je suis papa d'un petit garçon de 2 ans et demi où j'essaye de faire beaucoup de choses pour pouvoir le voir, plus que ce que je peux le voir. Et moi, j'ai jamais vécu de violence physique dans mon couple, dans lequel j'étais, parce que nous sommes séparés aujourd'hui. Mais la violence que je vis, pas au quotidien, mais oui, au quotidien, c'est cette distance, c'est cette mise à distance, c'est cette non-reconnaissance et puis toute mon impuissance face à tout ce qui se passe. Marc, je te laisse prendre. La psychobox se déroule toujours avec 2 thérapeutes. L'un sert d'observateur, l'autre dirige la séance et le combat. L'objet même de la psychobox, c'est de travailler sur la violence, qu'est-ce qui me fait violence et comment je peux transformer cette violence ou voir cette violence comme quelque chose d'autre. Tu peux arrêter en tout moment, Marc aussi, moi aussi. Je te laisse essayer. Les coups sont comme des mots, ça ramène à des souvenirs enfouis et ça permet de retravailler les situations vécues par le passé. Ça va? Stop. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis bloqué, j'arrive pas à donner un coup. Puis les gestes, c'est pas des gestes aboutis? Ouais. Et quand je dis ça, c'est comme si je me sens faible, en fait. Là. Faible? Ouais, je me sens comme un petit... Comme un enfant qui sait pas se défendre, en fait, là. Puis ça me fait penser à plein de vieilles choses, des expériences dans mon enfance aussi, qui ont fait que j'ai dû me taire à nouveau, et puis me recroqueviller. Ne plus être avec ma force, puis c'est là que j'en aurais besoin, pourtant. Les caractéristiques communes des victimes, c'est l'incapacité à se défendre, à pouvoir penser ce qui se passe dans l'interaction, de dire stop, ça je veux plus. Et cette volonté à tout prix de maintenir l'inacceptable. Moi j'ai l'impression que les hommes, là, aujourd'hui, on est trop victimes de ce qui se passe, en fait. Parce que je pense que je me comporte d'une manière qui fait que je deviens une victime aussi, même à travers ça. Donc j'essaie de devenir un peu acteur, en sachant que j'ai pas beaucoup de mouvements de qu'est-ce que je peux faire, mais comment je peux faire pour rester vivant là-dedans, en fait. Les hommes commencent à oser parler de la violence qu'ils ressentent ou qu'ils subissent. C'est vrai, ça c'est nouveau, mais c'est une réalité, je crois. Avant, l'homme devait être fort et porter son sac à dos et monter gravir la montagne. Maintenant, il ose déposer des choses en chemin, quoi, pour mieux gravir ou pour mieux avancer. Rappelons qu'aucune statistique fiable, en tout cas en Suisse, n'existe pour mesurer l'ampleur du phénomène des hommes battus. Au Canada, une étude estime que la proportion des hommes par rapport aux femmes victimes de violences domestiques est de 1 à 15. Alors pourquoi les hommes se laissent-ils maltraiter aussi longtemps avant de réagir? Et comment mettre fin à la violence quand ils en sont les victimes? Si ce sujet vous a intéressé, si vous souhaitez laisser un témoignage, même anonyme, eh bien, rejoignez-nous sur notre site internet www.tempspresent.ch. Vous y retrouverez le docteur Daniel Alperin, expert en prévention de la violence à l'hôpital cantonal de Genève. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Anne-Frédérique Wiedemann. Je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne soirée et à bientôt. L'américaine Sarah s'est réveillée d'un coma mystérieux de 20 ans et l'anglaise Shanna a repris conscience, elle, après 23 jours. Battantes, déterminées, ni Sarah ni Shanna ne sont aujourd'hui les femmes qu'elles étaient avant leur accident. Ranjit avait à peine 10 ans lorsqu'il a quitté sa famille pour aller travailler à New Delhi.
Aujourd'hui, il fait des petits boulots sous-payés. Alors, avec d'autres enfants exploités, il a constitué un syndicat. Leur rêve, monter un commerce de thé.